moi qui clôture cette session de live, c'est ça? C'est ça, la journée et les 2 jours même du Learning House. Ok, très bien. Bah, j'espère que tout le monde est encore en pleine forme. Et du coup, j'ai fait exprès de choisir un sujet avec un titre putaclic. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, ce matin, on avait une conf, de Romain Affiessio qui nous a parlé d'affiliation, mais avec une grosse partie d'automatisation où il utilise n8n. Et dans les questions, plusieurs personnes lui ont demandé ce qu'il fallait pour faire ce qu'il fait aujourd'hui, par où il fallait commencer. Et donc, il disait n8n, c'est très bien, c'est très complet, mais c'est assez complexe à prendre en main. Donc, il conseillait de faire, si on n'a vraiment aucune base, faire ses premiers pas sur Make, et une fois qu'on est suffisamment à l'aise, potentiellement de switcher sur n8n. Donc, on en a parlé justement en disant ça va être intéressant de voir ton avis et de voir ce que tu vas nous dire. Écoute, ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, enfin, globalement, sans spoiler, mon retour sera dosé à peu près de la même manière. Évidemment, dans le titre, j'ai voulu accentuer, et je vais expliquer vite fait l'histoire de ce titre. Moi, je baigne dans un monde de gens qui sont à fond sur l'automatisation, qui connaissent l'automatisation, qui adorent ça. Du coup, naturellement, beaucoup qui étaient sur Make sont passés à N8N pour plein de raisons. On va les évoquer, on va en évoquer quelques-unes pendant ce live. Mais au final, nous, nos clients finaux, donc ceux qui veulent apprendre à automatiser, ceux qui veulent juste gagner du temps et qui ne veulent pas devenir des professionnels dans le milieu, eh bien, il y a un message qui passe mal souvent sur LinkedIn, c'est qu'on a tendance à dire oui, N8N il est beaucoup mieux, d'accord, mais beaucoup mieux ça veut rien dire, ce n'est pas que ça, un outil, c'est pas juste il est meilleur que l'autre et l'autre il n'existe pas. C'est un peu plus complexe. Et donc volontairement, moi qui aime bien être un peu provoquant dans certains de mes sujets LinkedIn, je fais exprès de basculer plutôt pro Make que pro N8N. Mais petit disclaimer quand même avant de commencer et de dire qui est vraiment le meilleur. Dans le monde des automatisations, N8N et Make, ce sont deux excellents outils. D'accord? Et ils sont souvent mis sur le devant de la scène. Et la bataille, finalement, elle joue qu'à un sujet réel, c'est le positionnement marketing. Tout est une histoire de positionnement marketing et qu'est-ce que l'on veut faire de l'outil, pour qui, pourquoi, etc. Les deux outils fonctionnent très bien, les deux outils sont très sérieux, les deux outils n'ont rien à envier spécifiquement l'un à l'autre. Tout va dépendre des choix que l'on a à faire. Moi, aujourd'hui, je recommande énormément Make pour la même raison qui a été évoquée ce matin. Il est beaucoup plus accessible, comme on va le voir, et il est relativement et même très puissant. Et moi, donc, du coup, dans mon domaine, je forme des gens, donc solopreneurs, TPE, PME, à devenir autonomes sur le sujet de l'automatisation, dans l'objectif qu'ils gagnent en productivité et qu'ils puissent se servir eux-mêmes, comprendre eux-mêmes les automatisations qu'ils ont mis en place. Et de ce point de vue-là, je suis obligé, moi, de plus mettre en avant Make que N8N. Mais je montrerai tout à l'heure, j'utilise les deux. Alors, j'utilise beaucoup plus Make, mais j'utilise également N8N pour certains cas spécifiques que l'on va évoquer. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement des agents IA. Pour être sûr que tout le monde soit logé à la même enseigne et que tout le monde comprenne bien, on va faire déjà la distinction entre une IA simple et une IA de type agent, agentique. Quelle est vraiment la différence entre je fais un prompt sur ChatGPT et je fais appel à un agent IA? Souvent, il y a une confusion, donc je vais faire un rapide rappel là-dessus. Fonctionnement de l'IA, de l'agent IA, il est différent du fonctionnement d'une IA classique. Au démarrage, la première chose à comprendre, c'est que l'IA, elle ne parle pas notre langage. Elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais, elle ne parle pas allemand. Elle parle le token. Désolé s'il y en a qui sont très tech, je vulgarise volontairement. Mais grosso modo, dès qu'on va lui faire une demande, elle va le transformer en token. Ces tokens vont avoir un numéro, un identifiant, donc c'est ce que l'on voit là. Par exemple, les agents IA sont l'avenir de l'automatisation. Cette phrase, elle est découpée en tokens, on appelle ça un tokenizer. Il tokenise notre demande. Donc on a 11 tokens, 47 caractères, et chaque token a un identifiant unique. Ça permet de transformer notre demande en quelque chose de beaucoup plus mathématique, beaucoup plus proche d'un système 0 ou 1 qu'un ordinateur va mieux comprendre que des mots. Une fois qu'on a ces tokens, il va falloir leur donner du sens. En tout cas, l'IA, il va falloir qu'elle donne un sens d'un point de vue mathématique. Dans le titre, j'ai mis le sens des mots et non pas le sens des tokens. C'est surtout pour bien comprendre le concept.
Évidemment, là, je symbolise donc avec des mots, mais l'IA, elle fait ça avec des tokens, donc avec ses identifiants. Il faut imaginer, donc là, on a un axe X et Y. Pour ceux qui ont été à l'école il n'y a pas si longtemps, vous devez vous souvenir de ça. Axe X ou Y, espace à 2 dimensions. Il faut imaginer qu'une IA, elle est multidimensionnelle. On peut avoir jusqu'à 10 000 dimensions. Donc, impossible à représenter là de manière très logique pour un être humain. Donc, encore une fois, c'est schématisé, c'est vulgarisé, c'est simplifié. Donc, on imagine que chaque axe, c'est une caractéristique. Donc là, par exemple, je veux positionner mon mot chat, chien, loup, lynx dans cet axe X et Y. Je vais avoir un axe qui va me dire si l'animal est plutôt petit ou grand, et je vais avoir un axe qui va me dire si l'animal est plutôt domestique ou sauvage. Et je vais prendre ce mot et je vais le positionner au bon endroit. Donc le chat, c'est plutôt un animal domestique et petit, donc il va être proche du 0,0. Le loup, au contraire, est plutôt sauvage et grand, donc ça va être 1 et 1. Et finalement, l'IA, elle fait exactement ça, elle prend le token et elle va le mettre dans son espace multidimensionnel pour lui donner un sens qui la regarde elle. C'est ce qui fait que quand vous écrivez vos prompts, elle arrive à avoir une notion de sémantique, parce que tous les mots qui vont être proches sémantiquement vont être proches aussi d'un point de vue géographique, enfin, en tout cas dans son espace. Donc l'IA, elle fait ces deux choses. Donc nous, quand on va écrire un prompt, dans ChatGPT par exemple, et puis pareil, tout à l'heure, on regardera dans une automatisation. Elle va encoder cette demande. Donc elle va faire le premier truc qu'on a vu, le tokenizer, et le deuxième, embedding, donc c'est qu'elle va donner du sens à notre demande. Une fois qu'elle a interprété tout ça et que ça a du sens pour elle, elle va pouvoir travailler dessus. Donc la demande part, si vous retenez pas le nom, c'est pas très grave, dans son espace latent sémantique, donc on le voit à gauche. Il va être traité par son réseau de neurones et va en sortir une réponse, ou en tout cas une partie de la réponse. Ce qui est au milieu, le réseau de neurones, et qui fait qu'elle donne la bonne réponse. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est tout le principe du machine learning, du fine-tuning, du pré-training. Elle a été entraînée à donner des bonnes réponses. Donc, quand on lui donne un lot de questions, elle est capable de donner les bonnes réponses. On l'a bien réglé, ça fonctionne bien. À partir de là, on peut la mettre en place. Donc là, il faut imaginer que c'est votre moteur, par exemple, ChatGPT, et il sait ce qu'il a à faire. Et donc, à chaque fois que vous allez poser une question, il va répondre de manière la plus logique possible. Ensuite, il va décoder ça pour le re-rendre accessible à nous autres humains, et il va nous fournir la réponse. La réponse, elle est fournie, je l'ai mis entre parenthèses, un token, donc ça veut dire qu'elle va fournir qu'une partie de la réponse. Si je schématise complètement, donc on écrit notre prompt, ça passe dans le LLM, elle nous fournit le premier token. Elle réinjecte le token à l'ensemble de notre prompt, elle refait tout le travail que l'on a vu et elle nous fournit le deuxième token. Et ainsi de suite, jusqu'à nous fournir la réponse complète. C'est pour ça que quand on écrit dans ChatGPT et qu'il nous répond, on voit qu'il est en train de nous écrire. C'est pas un effet de style, c'est parce qu'il est vraiment en train de construire la réponse. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que c'est un système, l'IA, qui est probabilistique, et donc au moment où il commence à écrire, il ne connaît pas la fin de sa réponse. Ce qui est un peu étonnant, parce que nous, en tant qu'être humain, on va d'abord analyser la question, alors ça peut se faire en quelques microsecondes, on va conceptualiser la réponse, et ensuite on va mettre les mots dans l'ordre que l'on veut pour fournir la réponse. L'IA, elle ne fait que fournir un token après l'autre de la manière la plus probable possible. Donc, à retenir, l'IA générative classique, elle répond directement à la requête en construisant sa réponse mot à mot, ou si on est plus précis, token par token, en fonction de la probabilité. Donc elle ne connaît pas à l'avance la suite ni la fin de ce qui va se produire. Un agent IA, c'est un peu différent. L'agent IA, il va être capable d'agir de manière autonome pour atteindre son objectif. Il va planifier, il va prendre des décisions, il va enchaîner plusieurs actions sans intervention humaine à chaque étape. Je fais un petit schéma pour qu'on comprenne mieux. Donc on imagine qu'à gauche, j'envoie ma demande. Donc ma demande, c'est mon prompt. L'agent va travailler, et l'agent, pour pouvoir travailler, il va avoir accès à plusieurs choses. Il va avoir accès à des instructions, il va avoir accès à potentiellement une base de données avec plusieurs éléments, il va avoir accès à des outils, par exemple un calendrier, la lecture des emails, etc. Et surtout,
il va être capable d'itérer. Donc, en gros, il va faire un travail comme dans une boîte noire. Il récupère la demande, il commence à fournir une première réponse, il va auto-analyser sa réponse, il va se dire ah bah tiens, il faut que je fasse appel à tel outil, j'ai cherché telle variable dans la base de données, et il va itérer comme ça jusqu'à ce qu'il considère que la réponse est bonne et il va nous la fournir. Et il va nous la au sein de tout ça, évidemment, l'IA fonctionne de la même manière que ce qu'on a vu avant, de manière probabilistique. Donc on fait la demande, l'agent le gère, il itère dessus et il fournit la réponse. Ce qu'il faut retenir pour le fonctionnement de l'agent, c'est que, il connaît la mission qu'il a à faire, il agit en autonomie et il va choisir ses outils pour progresser de manière itérative jusqu'à atteindre son objectif. Si on devait faire une, petite comparaison, au lieu d'apprendre à calculer et d'être extrêmement fort à calcul, il va plutôt être extrêmement fort dans l'utilisation d'une calculatrice. Donc s'il a un calcul à faire, au lieu d'être lui-même très bon, il va se dire: «Ah bah non, je sais ce qu'il faut faire, il faut que je fasse appel à une calculatrice». Il va faire appel à la calculatrice, il va regarder le résultat, il va fournir le résultat. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que même si ça fait, 13 ans que je fais du contenu, ça fait toujours bizarre de parler tout seul à son ordinateur. Et du coup ensuite, on va passer à la deuxième partie, donc aux origines de, cette fameuse guerre des outils. Qu'est-ce qui fait que, N8N et Make sont souvent mis en comparaison sur le marché? Je crois qu'il y a un oui, puis en plus il y a un décalage, je crois avec YouTube. OK. Très clair, bien expliqué. Top, merci. Donc, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je peux interagir, enfin, s'il y a besoin d'interagir. Après, si je vois que la question, elle sort un peu du cadre, on la récupérera, à la fin. Donc il faut savoir que, l'automatisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'un point de vue grand public, avec, la possibilité d'interconnecter les outils entre eux, ça existe depuis environ 2011. Ça a été démocratisé 2011 avec Zapier, un des plus connus et qui est encore très connu aujourd'hui, et IFTTT. Petite anecdote, aujourd'hui je fais de l'automatisation et en 2009 j'ai passé un diplôme d'ingénieur en automatisation. C'était pas du tout les mêmes automatisations, c'était de l'automatisation industrielle, parce qu'à l'époque je rêvais de créer une entreprise, dans la domotique et du coup l'automatisation existait déjà, mais d'un point de vue, industriel. Finalement, tout ce qui est Zapier, Make et tout ça, reproduisent le même type de logique d'un point de vue réflexion, d'un point de vue algorithmie, mais avec des outils, no code et des outils plus accessibles que ce que j'avais à faire pendant les études. Donc 2011 est né Zapier IFTTT et on a pu commencer à faire des choses qui étaient quand même très sympas. Typiquement, le genre d'automatisation qu'on peut faire, c'est, j'ai un dossier de facturation, où je récupère par exemple un email avec, une facture, automatiquement je le mets dans le dossier de facturation pour le comptable. Et puis, tous les mois, je récupère le contenu, du dossier de facturation et j'envoie un mail à mon comptable pour lui donner accès. Voilà, c'est ce genre d'automatisation qui peuvent faire énormément gagner de temps. Donc au début, c'était relativement basique, mais c'était quand même assez novateur à l'époque et ça a continué de progresser. Est arrivé en 2007 un nouvel arrivant qui s'appelle Integromat et qui est devenu en 2022 Make. Là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont été capables de rendre très sexy l'automatisation. Ils ont rebrandé Integromat, il y avait un côté un peu plus, une image un peu plus pro. Ils ont su la simplifier. Ils ont été capables de mettre aussi une académie en place pour apprendre Make. Voilà, ils ont rendu l'image vraiment très, accessible et leur système de bulles fait qu'on se retrouve avec un scénario qui est relativement simple à construire, en tout cas d'un point de vue, visuel, qui a rien envié à Zapier, mais qui peut être extrêmement, puissant. Bien plus que, ce que peuvent en penser certains. Donc 2016-2022, c'est, l'arrivée d'Integromat puis transformé en Make. Et en 2019 est arrivé un concurrent open source, plutôt pensé pour les développeurs, qui est N8N. Je mets des guillemets, là je ne les ai pas mis sur la diapo, sur le open source, parce qu'en fait on est sur une licence, je ne suis pas un spécialiste de l'open source, on est sur une licence où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, on a le droit de le récupérer et de le mettre sur son propre serveur et de faire ce que l'on veut, mais on n'a pas le droit d'y toucher, de revendre, et cetera. Donc c'est pas un vrai open source, mais pour les avantages que N8N a, ça suffit largement, on l'évoquera tout à l'heure. Et ensuite est arrivée l'origine, je crois, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti moi sur le marché,
de la guéguerre entre N8N et Make. Moi, quand je me suis mis à l'automatisation sur Make, est arrivé très vite l'IA, donc OpenAI, novembre 2022. Quand le module IA est arrivé, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelques folies qui étaient possibles. Notamment, je vais vous donner un cas très simple. Quand vous faites une automatisation, si vous voulez récupérer par exemple un élément précis dans un email, ben, il faut utiliser des regex, donc des expressions régulières, avec des modules text parser. C'est toujours un peu prise de tête et suivant les choses que l'on veut récupérer, c'est pas toujours évident. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres parce que plus communes, mais d'autres sont pas évidentes. Et donc pour récupérer les éléments, on est obligé d'utiliser ça. Avec l'IA, potentiellement, on peut juste mettre le module et lui dire bah, récupère-moi le mail évoqué dans le contenu que je t'envoie. Et il va automatiquement récupérer l'email. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus flexible. L'inconvénient, c'est que du coup, il peut y avoir des potentielles erreurs parce qu'on fait confiance à un outil pour remarquer, pour repérer l'élément que l'on demande. Là où une expression régulière, si elle est bien faite, elle fonctionnera tout le temps parce qu'elle est purement mathématique, purement très factuelle. Donc il y a toujours un choix à faire lorsqu'on fait des scénarios de est-ce que on veut de la souplesse, de la facilité, ou est-ce que on veut un peu de rigueur. Rassurez-vous, même avec l'IA, on peut bien prompter, on peut bien structurer, ça demande juste un petit peu de réflexion, mais on peut aussi rendre ça plus robuste. Et donc, est arrivé en août 2024, sont arrivés les agents IA sur N8N. Et donc les agents IA, ça a été un peu une révolution dans le monde de l'automatisation parce que on n'avait plus juste affaire à un module qui nous dit tiens, écris-moi un post LinkedIn, il nous fournit le post et puis c'est tout. On pouvait avoir affaire à un véritable agent. Donc comme on l'a vu tout à l'heure dans les slides, il va pouvoir être capable d'interroger plusieurs outils, par exemple une base de données, un autre outil capable d'écrire nos posts, etc., un autre outil qui est capable de publier. Bref, il a une sorte d'autonomie. On peut lui donner des outils qui vont permettre d'améliorer le texte et de s'assurer que le texte est bon. Bon, bref, on peut imaginer plein de choses. Et donc, quand sont arrivés les agents IA sur N8N, forcément, dans le monde de l'automatisation, une semaine, 2 semaines, un mois, et puis rien chez Make, les gens se sont dit, bah ouais, Make, ils sont un petit peu en retard. Parce que les agents, c'est quand même magique. C'est quand même hyper pratique. Et il s'est passé un délai d'environ 8 mois entre les deux. Donc, 21 août 2024 à peu près pour l'arrivée des agents IA sur N8N et 14 avril 2025 pour Make. Anecdote, ils ont lancé en bêta, donc la version bêta en avril, donc du coup. J'ai fait partie des premiers utilisateurs en bêta. Alors je crois que c'est fait aléatoirement, ils envoient vers certains comptes. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait un tour d'horizon sur le week-end. J'ai fait un contenu sur LinkedIn et j'ai eu, je crois, plus de 2000 ou 3000 commentaires. C'est pour vous montrer à quel point les agents IA étaient attendus sur Make. Donc 8 mois dans ce monde-là, c'est extrêmement long et ça a provoqué forcément un décalage et ça a emmené certains utilisateurs de Make avertis vers N8N et donc à mettre un peu plus en avant N8N parce qu'ils ont découvert qu'il était mieux, en tout cas qu'il pouvait aller plus loin. Et voilà, donc c'est un peu l'origine de la guéguerre. Michael, tu utilises Pabli, je ne sais pas si tu le connais, au Takit pour rester proche de mon CMS favori. Alors Pabli, je le connais de nom, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Autre point qui a été évoqué une fois que les agents IA sont arrivés sur Make, en tout cas que certains ont reproché, c'est un peu le principe de la réticence au changement. Imaginez des gens qui connaissent très bien Make, qui s'aperçoivent que N8N permet d'avoir des agents et donc de pouvoir faire des sortes d'agents conversationnels beaucoup plus simplement. Donc ils vont sur N8N, ils s'aperçoivent de toutes les possibilités, ils prennent en main l'UX, donc la façon dont est faite N8N, ils s'y habituent, et donc ils prennent leurs petits repères, et quand arrive Make, ils se disent, bah ouais, mais Make, c'est quand même moins bien, ça fait plus enfantin, ça fait moins sérieux, c'est moins poussé techniquement, on peut aller moins loin. En fait, surtout que d'un côté, N8N, il est relativement visuel, comme on peut le voir. Donc, quand on crée un bloc agent IA, donc il nous crée directement, là, on a un chat potentiellement ouvert, on peut mettre autre chose, un WhatsApp, un Telegram. Et on voit que c'est assez visuel dans le sens où on peut connecter le modèle d'IA qu'on veut. Est-ce qu'on veut un Anthropic? Est-ce qu'on veut un OpenAI? On peut coller la mémoire et on peut coller les outils et puis on a la sortie. Donc, ça paraît relativement visuel. Là où Make, en apparence, c'est juste une boîte noire, c'est un petit module, il va falloir cliquer dedans et voir un petit peu les différents paramètres. Maintenant, à voir d'un point de vue performance ce que ça peut donner. N8N, même si on pourrait s'amuser à faire une vraie guerre entre les deux, N8N est un excellent outil qui aujourd'hui a 2 avantages majeurs, on peut en trouver d'autres, mais
Le premier, c'est qu'il est auto-hébergé. En fait, on peut l'héberger soi-même. Vous pouvez, comme pour un WordPress, vous prenez votre petit hébergeur, vous le mettez dessus et ça fonctionne. Donc, vous êtes maître des données, un simple serveur suffit à l'installer et vous pouvez l'utiliser en illimité sans rien payer, vu que c'est téléchargé de manière gratuite. Et comme c'est open source, donc je rappelle avec les grands guillemets, vous pouvez bidouiller l'outil comme vous voulez et dans une utilisation gratuite. Donc vous avez une utilisation gratuite, illimitée, vous avez le contrôle des données. Donc forcément, quand on est dans le milieu, on trouve ça sympa. Parce que Make, bah, c'est un outil qui est en service cloud, heu, donc du coup, c'est un SaaS et donc forcément, il y a un coût à l'utilisation. À savoir, là, je j'évoque pas volontairement, la partie, la version cloud de n8n. Ils ont aussi une version cloud où on paye en fonction du nombre de scénarios et cetera. Je le trouve moins pertinent que enfin, la tarification, je la trouve moins pertinente que celle de Make. Quitte à avoir n8n, autant avoir en auto-hébergement. Voilà, après, libre à chacun, ça reste très subjectif et les 2 outils sont très bons. En tout cas, les 2 avantages majeurs à première vue de n8n, c'est ceux-là. Il y en a d'autres, mais là, je mets, ceux-là en avant. Donc est-ce que ça en fait de lui un outil parfait? Et en fait, il faut savoir que n8n, c'est un peu comme WordPress, vous naviguez dans un univers potentiellement un peu plus technique. C'est-à-dire que tant que vous restez avec vos petits modules, donc dans n8n, on appelle ça des nodes, que vous arrivez à les configurer, que vous faites des choses simples, ça va. Par contre, vous arrivez ensuite dans des choses potentiellement plus techniques. Ça veut dire que c'est vous qui faites les mises à jour, donc c'est potentiellement vous qui installez sur le serveur, donc avec des lignes de commande. Alors aujourd'hui, ça a été simplifié. Il y a Hostinger, par exemple, qui propose de l'installer pour nous et nous, on n'a rien à faire. Mais si on veut faire une mise à jour, on est quand même obligé d'ouvrir les lignes de commande et de savoir ce qu'on fait. Il faut avoir un système de sauvegarde, parce que du coup, si ça crache, il n'y a pas de sauvegarde automatiquement. Donc si ça crache, vous perdez tous vos scénarios. Donc il faut y penser. Et globalement, on baigne dans un univers un petit peu plus technique. On gère, tout comme dans Make, du JSON, mais il est beaucoup plus mis en avant. Voilà, d'un point de vue design, c'est moins accessible et ça demande un peu plus de manipulation. Quoi qu'en disent les techos, il y en a qui vivent dans ce monde-là depuis longtemps, pour eux, ça leur semble tout logique. Pour avoir formé des centaines d'entreprises sur le sujet, non, ce n'est pas si simple. Pour vous dire, j'ai des entreprises, rien que le concept de variable, il est compliqué à comprendre. De se dire qu'un module crée une variable, que cette variable, elle peut contenir une valeur différente et que cette variable, elle peut circuler, rien que ce concept-là, pour certains, il est nouveau. Donc si on leur met un mitaine entre les mains, c'est juste pas possible. Donc, si on devait choisir et qu'on devait comparer les deux, on est sur deux philosophies qui sont un peu différentes. Make, en termes de puissance, il a une puissance relativement large. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire des choses ultra simples et rapidement. Il suffit juste de le prendre en main, de prendre le temps de le comprendre. On suit n'importe quel, soit on prend un peu d'huile de coude, soit on prend quelques vidéos YouTube. Voilà, ça permet de commencer de manière très simple à faire des mini scénarios et en même temps, ça reste un outil extrêmement puissant sur lequel on peut aller beaucoup plus loin. Alors on verra qu'il y a le revers de la médaille, mais on peut aller beaucoup plus loin. N8N, c'est un petit peu plus brut, par contre et orienté dev. Par contre, il y a très, très peu de limites dans le sens où on peut intégrer des parties de code, donc on peut directement, coder. Donc finalement, ça devient un outil non plus no code, mais un outil low code. On peut, mixer des modules classiques et des modules de code. En plus avec, ChatGPT à côté, on peut, même si on s'y connaît pas trop, aller mettre du code Python, du code JavaScript et faire des copier-coller et plus ou moins s'en sortir. Donc N8N a cette puissance brute qui est hyper intéressante et qui permet aussi d'avoir quelques raccourcis dans la construction de certains scénarios. Au niveau du prix, je l'ai déjà évoqué, Make, on est sur un abonnement SaaS. Dans certains cas, voilà, ça coûte pas très cher, mais dans certains cas, j'en évoquerai un tout à l'heure, ça peut monter. N8N, si on l'auto-héberge, c'est gratuit. On a juste à payer notre serveur, ça va coûter 5-10 euros par mois, pas plus. Et on l'utilise en illimité. L'interface de Make, je la trouve beaucoup plus visuelle, accessible, c'est plus simple. N8N, il y a un petit temps d'adaptation, un peu plus technique, un peu moins intuitif. Et si vous êtes allergique un petit peu à la technique, bah, ça va pas être forcément très agréable. En termes de logique, Make est plus simple au démarrage. Par contre, dès qu'on veut faire des choses complexes, il va falloir réussir à optimiser pour contourner.
parce que Make n'a pas été pensé pour faire certaines choses de manière facile. Là où N8N est beaucoup plus flexible, on peut mettre des scripts, on peut créer des fonctions JavaScript, etc. Et donc ça permet d'avoir des scénarios encore plus quali dans une certaine mesure. Donc, pour choisir son camp, un outil est pensé avec un cahier des charges spécifique. La conséquence, elle est toute simple, c'est qu'il y a toujours des limites et il y a toujours des contraintes. Que ce soit Make, que ce soit N8N, que ce soit IFTTT, que ce soit Zapier, n'importe lequel, ils ont été réfléchis pour une cible de clients spécifique, dans un but spécifique, avec des spécificités. Si vous voulez vraiment faire tout ce que vous voulez sans aucune contrainte, il faut apprendre à coder. Mais du coup, c'est long, c'est fastidieux, il y a une courbe d'apprentissage qui est immense. Donc, quand on prend un outil, on doit accepter que l'outil a ses limites et ses contraintes. Chaque outil a une courbe d'apprentissage qui est différente. Donc, il faut le temps, l'envie et le besoin de s'y plonger. Très clairement, Make a une courbe d'apprentissage beaucoup plus abordable que celle d'N8N. N8N permettra d'aller plus loin, mais encore faut-il en avoir le temps, en avoir l'envie et en avoir besoin. Je l'évoque de temps en temps dans des posts LinkedIn, mais sortir la Ferrari pour aller chercher son pain à 200 mètres, ça n'a pas d'intérêt. On peut sortir sa bonne paire de baskets. Donc, toujours prendre en compte cet aspect-là quand on prend l'outil. Parce que de temps en temps, on me dit: ah bah ouais, mais moi, tant qu'à faire, je préfère choisir le meilleur outil. Il n'y a pas de meilleur outil, il y en a qui vont plus loin, mais ensuite, apprendre un outil, ça ne bloque pas pour en utiliser d'autres. Si vous avez fait du Zapier, que vous voulez apprendre Make et que plus tard vous voulez apprendre N8N, ça marche très très bien. Et même, par exemple, moi j'ai été très longtemps sur Make, je le connais par cœur, j'ai fait plusieurs milliers de scénarios. J'ai fini par utiliser N8N pour certaines choses, moi spécifiques, parce que très pratique. La courbe d'apprentissage sur N8N a été beaucoup plus courte pour moi parce que je connais extrêmement bien la logique des automatisations avec Make. Finalement, ce ne sont que des outils. La logique derrière, l'algorithmie, elle est globalement la même. Il faut juste prendre en compte les différents aspects des outils. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la puissance n'est pas toujours indispensable. Parfois, la simplicité a son lot d'avantages. C'est toujours bien d'avoir un outil avec lequel on peut faire des choses très rapidement. Je vous évoque 2 objections que j'ai eues quand je fais volontairement des textes provocateurs sur LinkedIn. Make coûte trop cher en opération. Donc, ce que l'on me dit de temps en temps. Et ce que je réponds, c'est que Make, pour le coût de Make, on est sur un coût qui est très subjectif. Globalement, même moi qui fais mes milliers de scénarios, aujourd'hui, j'ai une version à... Alors moi, j'ai pris la version à 15 $, mais il y a une version, ou 20 $, il y a une version à 10 $ par mois qui fait largement le travail. Les scénarios sont en illimité, on est juste limité en nombre d'opérations à 10 000. Et donc, du coup, ça pousse juste à faire une chose, c'est optimiser. Parce que sur N8N, on peut vite avoir tendance à se dire je m'en fous, je paye pas, et à faire des scénarios à l'arrache et à pas regarder le nombre d'opérations, sauf que du coup, on alourdit potentiellement son scénario et on crée potentiellement aussi des erreurs parce qu'on ne cherche pas à optimiser. Avec Make, pour la majorité des choses que vous faites, vous allez pouvoir utiliser avec 10 $ par mois un outil qui peut aller très très loin au point de même remplacer presque certaines fonctions. Donc, si on fait la comparaison entre 10 $ par mois et puis, je sais pas moi, quelqu'un qui nous coûterait 25 ou 30 000 € par an, finalement, c'est très subjectif. Donc, non, Make ne coûte pas cher. Et le deuxième objection que j'ai vue, c'est Make est trop limité. Et c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'on m'a fait la réflexion, on m'a donné des exemples qui étaient faux. C'est-à-dire, ah bah oui, mais avec Make, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Bah si, on peut le faire. Il faut juste apprendre à le faire. Donc Make, d'apparence simple, est plus puissant qu'il en a l'air. Et si on veut vraiment critiquer l'outil, il faut être implacable sur la connaissance de cet outil et de ses limites, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Donc non, Make n'est pas si limité que ça. Maintenant, comment choisir le meilleur agent entre N8N et Make? Là, je pense, alors je vais passer très vite sur ces diapos et après je vais le montrer directement sur mes comptes à moi. Mais en gros, chaque chose qui est faite pour les agents IA, toutes les fonctions sont sur Make et toutes les fonctions sont sur N8N et sont juste pas au même endroit. Par exemple, que vous soyez sur Make ou N8N, quand vous faites appel à un agent, vous allez avoir besoin de choisir quel modèle vous utilisez. Est-ce que c'est du OpenAI, du Anthropic, du Mistral? Dans Make, ça va être un endroit, on va se connecter à notre compte Anthropic ou autre. Et sur N8N, ça va être un autre endroit, on va s'y connecter aussi, donc partout. Sur notre agent N8N, on va vouloir lui écrire un prompt système, donc ça veut dire son cadre, ses instructions à lui, et un prompt user, donc c'est l'utilisateur qui va vouloir interroger l'agent.
De la même chose, quand on clique sur l'agent IA de N8N, on a une section avec options pour mettre les informations du prompt system et on a une section pour mettre le prompt user. Sur Make, même chose, quand on va dans la configuration de notre agent, on peut mettre le prompt system et plus bas dans notre module, on peut mettre le prompt user, donc un partout, balle au centre. Pour les outils, même chose. On peut définir, je vais montrer juste après, les outils pour Make et je vais rentrer un tout petit peu dans les détails tout à l'heure et on peut définir ici des outils avec N8N. C'est juste pas au même endroit, mais ça fait la même chose. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des 2 outils. Chaque outil a sa propre logique. Vous allez voir, certaines options existent d'un côté, mais pas de l'autre. Parfois, c'est un peu plus simple d'un côté, des fois, c'est plus simple de l'autre, plus complexe. Dans tous les cas, vous êtes capable d'avoir des agents IA qui sont performants, qui sont complets, et vous pouvez atteindre vos résultats, que ce soit avec N8N ou avec Make. Lionel, est-ce que tu peux basculer sur l'affichage de l'autre écran, s'il te plaît? Merci. Donc, ce qui se passe, c'est que sur Make, il va y avoir 2 endroits. Le premier endroit, c'est que ici, vous allez avoir une section, donc vous avez vos scénarios d'un côté et vous avez vos agents IA d'un autre côté et donc il va falloir créer son agent à part entière. Donc, je l'explique plus en profondeur dans la formation sur Learning Club, mais en gros, dans cette section, on va pouvoir mettre notre prompt system, on va pouvoir ajouter du contexte, c'est-à-dire des fichiers, donc des fichiers texte, PDF, etc., du JSON. Donc c'est là où il va pouvoir accéder à notre base de données d'éléments. Je l'évoque très rapidement parce que c'est un des éléments qui parlait de lui, les MCP. Donc pour faire simple, un MCP, c'est qu'au lieu d'interroger et de connecter les API de chacun des outils, vous vous connectez à un MCP qui lui-même accède à plusieurs outils, donc ça fait gagner du temps. Pareil, on peut faire les MCP ici et les connecter, et on peut connecter des outils. La petite particularité de Make, c'est que les outils, ce sont des scénarios. Donc ça peut être un peu bizarre comme première approche, mais en fait, ça en fait un système extrêmement efficace et performant. Si je vous montre, hop, par exemple celui-ci, j'ai fait un outil, bon c'est expliqué plus en détail dans la formation, mais j'ai un outil qui est capable d'interroger mon calendrier. Bah, au lieu de faire appel alors je pourrais faire appel à un MCP, mais au lieu de faire appel à chacun des outils indépendamment, bah, je fais appel à un scénario qui lui-même a été conçu de manière, logique. Donc là, il est capable de savoir en fonction de la variable qui arrive s'il doit lire mon calendrier, s'il doit ajouter un événement, s'il doit le modifier, s'il doit le supprimer. Et quand il lit, il va m'agréger les données et il va me les renvoyer directement à mon agent. Ça en fait une philosophie que je trouve extrêmement puissante que de faire appel comme ça à ces différents scénarios. Sur N8N, hop. Sur N8N, tout simplement, on va aller connecter, ici on a un objet qui s'appelle Tool et on va connecter nos différents outils. Donc on peut connecter directement un outil type Airtable, on pourrait connecter un MCP, on pourrait connecter là, mon calendrier et on peut évidemment aussi de la même manière connecter des sous-scénarios qui pourraient faire la même chose. Ensuite, on a une deuxième partie sur Make, c'est le module agent, Run an Agent, qui permet de lancer l'agent. Donc le fonctionnement est hyper simple. On sélectionne son agent, par exemple, agent de recherche que j'avais. On peut à tout moment cliquer sur la configuration pour revenir sur la page sur laquelle on était tout à l'heure, donc qui nous décrit le prompt système, les différents outils, etc. On peut ajouter de nouveaux outils, c'est-à-dire qu'il peut avoir des outils système, mais vous pouvez avoir des outils spécifiques juste à cet agent-là. Et après, vous avez tout un tas de choses. Vous pouvez mettre vos messages, les messages, de l'utilisateur. Donc là, par exemple, c'est un canal Telegram qui écrit à notre agent. Vous pouvez mettre des instructions supplémentaires. Voilà, vous pouvez choisir le format de shorty, un format texte, un format make. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut faire plein de choses pour ensuite avoir un agent efficace. Sur N8N, de la même manière, on a notre entrée ici. On va choisir le modèle là d'un côté, donc on va se connecter à notre modèle. On va choisir
Là, la mémoire, c'est le nombre d'historique, le nombre de messages qu'il va regarder en historique. Et de la même manière, ici, on peut configurer notre, hop, notre agent avec le message système, le prompt message, etc. Et donc, de la même manière, on a une entrée, lui, il va agir avec les éléments qu'il a, et en sortir, on va avoir tous les éléments qui nous intéressent. Pour éviter de faire de bifurquer d'un élément à l'autre, avant de revenir sur mes slides, j'en profite et je vous montre un cas où il a été plus pratique de passer sur n8n que, sur Make. Sur, LinkedIn, j'ai mis en place, un système pour, faire, les posts qu'on appelle LinkedIn Magnet. Donc en gros, c'est, liker, commenter et puis je vous envoie automatiquement, enfin je vous envoie, pas forcément automatiquement, mais je vous envoie la ressource. Bah, tout ça, je l'ai automatisé. Le problème, c'est que vous imaginez bien, quand j'ai eu, les commentaires, là, le post sur les agents Make qui a fait 3000 commentaires, ça a généré pas mal de données, d'utilisation de données. Et comme j'ai fait un LinkedIn Magnet toutes les semaines pendant 3 mois, bah, mon scénario commençait à me coûter très cher. Donc, je pouvais jauger le nombre de fois je le lançais, et cetera. J'ai optimisé au maximum, mais je me retrouvais à consommer 10 000 opérations tous les 3 jours. Donc, tous les 3 jours, j'étais débité de 20 € pour augmenter mon quota. Alors que sur N8N, j'ai pu faire la même chose, mais du coup, en illimité parce qu'il est auto-hébergé. Donc, il y a des cas comme ça quand on veut scaler en termes de nombre de data, nombre de données. Là, par exemple, c'est le nombre de commentaires qui est à gérer et la régularité, le nombre de posts, ça fait que ça devient très vite exponentiel. Là, on peut le faire tourner. D'ailleurs, si je regarde les exécutions, on voit là qu'il a tourné plusieurs fois aujourd'hui, hier, etc. Et du coup, ça se passe bien et sans me consommer rien du tout. Donc voilà, grosso modo, pour la comparaison entre les agents Make et les agents N8N. Et Lionel, si tu veux, tu peux repasser sur les slides. Et de pourquoi est-ce que je trouve que les agents Make n'ont rien à envier à ceux de N8N. Parce qu'on peut vraiment faire de belles choses avec Make. C'est juste qu'il faut accepter leur design, leur logique, et une fois qu'on l'a compris, on peut faire de très belles choses, comme c'est le cas avec les exemples que je montre dans la formation. Pour terminer, la priorité, c'est toujours la même, focus sur vos process. Attention aux effets démo, et je m'inclus dedans, hein. Je suis le premier à utiliser l'effet démo pour permettre aux gens de comprendre la puissance de l'automatisation et puis pour signer, etc., des deals. Mais faites attention, il y a toujours un décalage entre que l'on fait et derrière le cas d'usage concret, à quel point il va être efficace, robuste, fiable pour vous dans son utilisation. Donc voilà, toujours priorité au process. Réfléchissez à votre process en amont, qu'importe l'outil. Et une fois que le process il est bien clair, décortiquer de manière technique la meilleure façon de faire, d'optimiser. Et là, vous aurez des scénarios qui répondent vraiment à vos critères. Du coup, j'ai fait le tour et c'est le moment, si vous en avez, de poser vos questions. Écoute, super, déjà, merci beaucoup. Je pense que c'était pas mal parce que ça explique déjà pas mal de choses. Ça permet de mieux comprendre le fonctionnement d'un agent IA. Ça permet de bien comparer aussi entre les deux. Donc, c'était vraiment sympa. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fabien? Après, si les gens veulent prendre le temps de poser une question, moi je peux en poser une déjà si tu veux. Vas-y, bah go alors, parce que pour l'instant, ça reste assez calme. J'autopose une question, c'est quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser un agent et quand est-ce qu'il vaut mieux ne pas utiliser un agent? Parce que quand les agents sont arrivés sur N8N, tout de suite, c'est un peu l'objet brillant, c'est oh, c'est génial, on peut faire plein de choses. Oui, mais c'est comme tout à l'heure avec mon exemple entre les textes parseurs et l'IA. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un agent IA? Par exemple, si on veut créer un contenu, un simple contenu, un post LinkedIn, un simple module IA peut faire l'affaire, on n'est pas obligé de faire appel à un agent. Par contre, dès qu'on a besoin d'itération, de faire appel à différents outils qui puissent chercher, par exemple, dans le calendrier, qui puissent chercher dans une base de données, etc., là, ça devient intéressant d'avoir des agents. Mais ne succombez pas tout de suite aux agents. On peut faire plein de choses très sympas avec les agents, mais utiliser que quand c'est utile. Je vois une question de Ludovic. Fabien, pour se donner une idée de ton utilisation des deux outils, combien de scénarios Make contre scénario N8N pour ton usage, pas pour tes clients? Ah bah écoute, c'est relativement simple.
Pour mon usage, j'en ai sur Make, j'en ai 324 et sur N8N, je dois en avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, une petite trentaine. Une belle différence. C'est une belle différence. Alors après, que j'ai de l'ancienneté, c'est là où je fais mes cas d'usage pour les clients, c'est là où je fais énormément de choses et puis c'est un outil que je connais extrêmement bien, c'est très facile, très rapide, on peut faire plein de belles choses donc naturellement, j'ai plus de choses. N8N est arrivé après, donc je l'ai utilisé moi vraiment pour des cas où j'ai trouvé que c'était intéressant, donc forcément il y en a moins. Si tu as bien compris, dès qu'il y a du volume, il faut aller sur N8N, genre synchro de stock sur un site avec beaucoup de ventes. En fait, il faut calculer, ça dépend ce qu'on appelle du volume. Si c'est quelques centaines de volumes qui sont gérés toutes les semaines, un make peut très bien faire le travail. Ça va dépendre en fait comment on les traite et c'est là où c'est intéressant quand on passe sur make. Il y a cet esprit, moi que j'adore, qui pousse à l'optimisation. On est obligé de réfléchir à comment faire pour pas consommer de l'opération. Alors oui, ça demande un peu de temps et de ressources mentales en plus pour arriver à l'objectif, mais souvent on peut faire de belles choses. Par exemple, sur du Airtable, donc qui est une base de données, soit on peut interroger les trucs un par un et itérer sur 100 modèles, mais si on connaît bien, il y a des modules qui permettent de gérer 10 par 10. On peut en amont filtrer pour éviter de tout passer. Enfin bref, on peut optimiser, donc c'est à voir, mais sinon, si je devais répondre de manière générale, oui, quand il y a beaucoup de volume, N8N devient très bon parce que Make va devenir juste très cher en fait. Mais comme tous les logiciels SaaS, à partir du moment où on leur demande beaucoup de ressources, les prix deviennent stratosphériques. Même une base de données Airtable, si on a 50 000 données, ça va. Par contre, si on a 10 utilisateurs à 500 000 données, on se retrouve à payer des milliers d'euros par mois. Ça n'a plus trop de sens, autant passer sur des choses plus simples. L'agent pour jouer avec sa mémoire, les outils connectés à l'agent et aussi une base de données. Ouais, c'est ça. L'agent, tu peux jouer sur tous ces aspects-là. Il a une mémoire, une réflexion, il a des outils, il a une itération, une base de données. Enfin, c'est ce qui rend sa puissance. Mais voilà, est-ce que la puissance est toujours indispensable? Il faut toujours se poser la question. Est-ce que Make peut se substituer à Talend ou Talaxy Open Studio? Je ne connais pas ces outils. Alors attends, je regarde. Talend, logiciel Talend. Faites bénéficier l'organisme des données qu'elle mérite, demandez une démo. Écoute, je connais pas du tout, donc j'aurais tendance à pas m'emballer sur la réponse. Et Talaxy Open Studio non plus. En général, ce que je fais quand j'ai des doutes sur des outils comme ça, que je connais pas, je vais regarder avec ChatGPT ou Gemini, je vais faire un comparatif, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il sait pas faire, pour après me faire moi une idée de si ça peut se substituer. Traitement massif de données, ouais, après ça dépend parce que les données, on peut tellement faire de choses avec. Si c'est un outil qui est assez spécifique, pas sûr qu'il puisse être remplacé. Est-ce que tu peux créer un SaaS avec un N8N qui utilise des agents IA où il vaut mieux tout coder en Python une fois le MVP validé? Alors, c'est une bonne question. N8N, tu peux créer un SaaS avec N8N et des agents IA. Comme c'est en open source, ça fonctionnera. Après, en termes de volumétrie, je pense qu'à un moment donné, quand on veut vraiment faire du volume, mais là encore plus au-dessus, coder, c'est toujours intéressant. Mais N8N permet d'aller plus loin. Juste pour vous donner un ordre d'idée, Micode _ la chaîne YouTube, qui sont donc très portés sur le développement. Ils ont énormément d'automatisation N8N installée chez eux. Donc en fait, c'est un peu un mix, un hybride des deux. N8N, il faut vraiment le voir comme un outil très pratique pour faire connecter tous les outils entre eux et faire des choses qui sont très répétitives. Est-ce que c'est facile de générer des fichiers JSON ou type EDI avec Make ou N8N? Ça dépend ce que tu appelles générer un fichier JSON, parce qu'en fait, Make et N8N sont construits en JSON. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est des petites bulles, mais derrière, c'est des fichiers JSON. D'ailleurs, sur N8N, si vous faites CTRL-A, CTRL-C, commande A, commande C de votre scénario et vous faites commande V dans un éditeur de texte, il vous copie-colle un JSON. Et inversement, si vous prenez le scénario de quelqu'un, vous prenez le JSON, copier-coller dans N8N, il vous crée le scénario. Donc le JSON, c'est N8N et Make. Enfin, c'est l'essence même de leur construction. C'est comme ça qu'ils sont construits. Donc ils peuvent générer du JSON puisque c'est ce qu'ils font par nature. Est-ce que Make donne accès à plus de modules qu'N8N ou ils sont équivalents à ce point? Ils sont équivalents. En gros, il y a un module magique sur Make et sur N8N qui est le module HTTP. En gros, on peut se dire que Make, ils ont créé des petits modules pour Airtable, pour Notion, pour tout, pour faciliter la vie. Donc, on a directement notre petit module, les paramètres qu'il y a juste à compléter et ça fonctionne. Mais quand on n'a pas le petit module, on peut quand même utiliser, à partir du moment où l'outil qu'on veut utiliser a une API, il suffit juste de prendre le module HTTP
Et après, faut un petit peu soit s'y connaître, soit se renseigner. On peut utiliser ChatGPT, mais en gros, on prend la documentation de l'API. Il va nous donner l'URL auquel on va accéder, comment s'y connecter, quels paramètres mettre, etc., etc. Donc, on peut faire tout ça avec N8N et avec Make. Mais les deux, c'est un peu équivalent. N8N, il y en a d'autres qui sortent parce qu'il y a une communauté qui est immense, mais moi, j'ai jamais été limité sur Make ou N8N. Enfin, à partir du moment où moi, il y a une API qui existe, tout est faisable sur les deux. Pour le moment, je mixe une interface PHP du N8N pour les agents IA, plus rapide que de le faire en Python. En fait, c'est surtout ça qu'apporte le no-code, low-code et des outils comme N8N ou Make, c'est qu'il y a ça donne de la souplesse, de la flexibilité, et on peut très vite bifurquer, changer. C'est quand même assez souple, c'est pratique. Ok, bon, je vois qu'on a réussi à répondre à toutes les questions. Alors je suis étonné parce qu'il y a plus de questions que pour pas mal de confs, alors que c'est vraiment un sujet qui est assez pointu où chacun va avoir ses applications, ses doutes, ses questions, donc c'est intéressant. On a répondu à tout le monde. Si vous avez encore des questions, profitez-en, on a encore un petit peu de temps. Je vous ai mis tout à l'heure le lien, alors maintenant il y a eu pas mal de commentaires entre, mais je vous avais mis le lien de la formation de Fabien, donc qui est dispo sur Learning Club. Donc même chose que tout à l'heure, c'est une formation aussi sur laquelle vous pouvez bénéficier de la promo. Profitez-en. On n'a eu que des très bons retours dessus. Alors c'est un domaine où effectivement on ne va pas pouvoir vous proposer une solution toute faite, mais la formation va vous permettre de comprendre et d'apprendre à le faire par vous-même. On décortique en détail là, la création des agents IA. Je donne plusieurs exemples. J'explique toutes les notions de comment se connecter aux différents outils. Tout, c'est assez complet. Ça va même un petit peu au-delà des agents. C'est juste que le centre du sujet, c'est les agents. Et l'idée à la fin, c'est de comprendre quand utiliser un agent, comment, de quelle manière, toutes les possibilités. Et voilà, ça donne pas mal d'opportunités. Super, écoute, je crois qu'on a fait le tour et je vois qu'il n'y a plus de questions. Si tout le monde a fini. Non, ça a l'air d'être OK. Écoute, merci beaucoup Fabien, c'était vraiment cool, ça a vraiment permis de comprendre pas mal de choses, donc c'était vraiment sympa. Merci à toi Lionel, merci à tous. Content si ça a pu vous aider. Et Si vous puis, avez des questions, vous pouvez retrouver Fabien sur les réseaux, alors surtout sur LinkedIn, mais je pense que voilà, vous pouvez lui reposer des questions si vous en avez qui viennent par la suite. si vous mettez Fabien Bonneau sur LinkedIn, vous devriez me trouver normalement. J'ai pas de doute. Super, écoute, merci beaucoup. Merci, et puis à une prochaine fois. À très bientôt. Salut tout le monde.